قلت لك شكون سي بون دوك ندير ليكري ونعيط. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Euh, je- Oui, la présentation, elle est claire? Oui, très bien. Donc, on va attendre un petit peu, juste que le nombre de participants soit un peu consistant, et on commencera les syndromes myéloprolifératifs chroniques. On va commencer dans 3 minutes.
C'est bon, c'est bon. Merci. C'est bon, merci. Ouais, mais liste. Ah, d'accord. Pas faire. Bonjour. Donc, on va commencer. Vous me dites si tout est bon. J'espère que les cours d'hier étaient assimilés et c'était clair. On va voir aujourd'hui les syndromes myeloprolifératifs chroniques. Donc, on peut commencer? D'accord. Donc, d'abord, avant de parler des syndromes myeloprolifératifs chroniques, j'aimerais parler des hémopathies, de toutes les hémopathies malignes qu'on prend en charge. Les hémopathies malignes sont classées selon le site où se développe la maladie. Les leucémies aiguës en général se développent au niveau de la moelle osseuse, puis passent au niveau du sang périphérique. Par exemple, pour les lymphomes, c'est au niveau des tissus lymphoïdes, en particulier les ganglions, puis il va y avoir un envahissement secondaire au niveau de la moelle osseuse et le passage vers le sang. Les hémopathies malignes peuvent être également classées selon l'évolution chronique ou aiguë. On a les leucémies myéloïdes chroniques et les leucémies aiguës, ou les leucémies myéloïdes chroniques, les leucémies lymphoïdes chroniques, et les leucémies aiguës myéloblastiques et les leucémies aiguës lymphoblastiques. Et également, elles peuvent être classées selon les lignées hématopoïétiques, la lignée lymphoïde et la lignée myéloïde. Dans ce cas, vous avez les leucémies aiguës myéloblastiques, les leucémies aiguës lymphoblastiques, les syndromes myéloprolifératifs et les syndromes myélodysplasiques. Pardon. Donc, pour les syndromes myéloprolifératifs, il faut savoir que ce sont des hémopathies ou des maladies acquises clonales touchant une cellule souche clonale, donc une cellule souche hématopoïétique, dans laquelle survient une anomalie génétique à ce niveau, responsable de l'activation anormale de la signalisation intracellulaire. Et la conséquence est un signal spécifique induisant donc la prolifération d'une lignée sanguine myéloïde. Donc, soit c'est les précurseurs granuleux qui sont atteints, dans ce cas, on va avoir une leucémie myéloïde chronique, soit ce sont les précurseurs érythroïdes qui vont être atteints, et ça sera la polyglobulie de Vaquez, qu'on verra par la suite, soit ce sont les précurseurs thrombopoïétiques ou thrombocytaires, mégacariocytaires, et on va avoir une thrombocytémie essentielle, ou alors c'est l'atteinte du stroma médulaire, là où se fait l'hématopoïèse, et on aura donc la myélofibrose idiopathique. C'est une prolifération cellulaire sans blocage de maturation, ce qui fait la différence avec les leucémies aiguës. Donc, on va avoir une maturation normale de ces cellules. Il y a une prolifération des précurseurs myéloïdes, mais on n'aura pas un blocage de maturation. Et contrairement aux leucémies aiguës, vous allez avoir un blocage de maturation au stade de blast. Ces syndromes myéloprolifératifs se manifestent en général par ils ont des caractéristiques communes, se manifestent par une splénomégalie, une hépatomégalie, une séquestration au niveau des organes, une infiltration également, une hématopoïèse extramédulaire. Il y a un autre point commun, c'est la présence de thrombopathie.
qui est fréquente, ce qui explique les complications thrombotiques et ou hémorragiques. Et l'existence de formes de transition entre les différents syndromes myeloprolifératifs. Donc, ces syndromes sont caractérisés par une évolution chronique avec une transformation possible en leucémie aiguë. Vous voyez, par exemple, pour la leucémie myéloïde chronique, qu'on va voir tout à l'heure, il y a une évolution vers la leucémie aiguë dans 70% des cas. De même, pour les autres syndromes myéloprolifératifs. On va commencer par la leucémie myéloïde chronique. La leucémie myéloïde chronique, donc à partir de la cellule souche hématopoïétique, il va y avoir une prolifération des différents précurseurs de la lignée granuleuse et on aboutira donc à une augmentation de la lignée blanche en faveur d'une leucémie myéloïde chronique. C'est quoi la leucémie myéloïde chronique? C'est une maladie monoclonale de la cellule souche hématopoïétique. Ça fait partie d'un syndrome myéloprolifératif chronique. Le syndrome myéloprolifératif, selon la classification de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, elle est caractérisée donc par une expansion des précurseurs granuleux et une signature cytogénétique acquise qui est le chromosome Philadelphie, donc Phi plus, au niveau de tous les précurseurs myéloïdes, on aura donc une anomalie génétique acquise, elle n'est pas héréditaire, elle est acquise, ou on peut avoir également son équivalent moléculaire qui est le transcrit BCR-ABL. Cette maladie a été découverte pour la première fois en 1845. Elle a été décrite par Bennett Virchow chez 2 patients, donc avec une rate énorme et du sang épais et laiteux. En 1960, c'était Nowell et Hungerford, les 2 médecins, qui ont découvert une anomalie chromosomique liée à cette maladie. Et ils ont donné le nom de la ville là où ils ont découvert cette anomalie, Philadelphia, donc aux États-Unis. Ensuite, c'était en 1973-74, Jeannette Rowley a découvert un échange de fragments entre les chromosomes 9 et 22, et aboutissant donc à la translocation 9-22 sur les bras longs des 2 chromosomes. En 1900, donc vers les années 80, on a découvert l'anomalie génétique ou l'équivalent moléculaire de la translocation 9-22 ou du chromosome Philadelphia, qui est le transcrit, le gène BCR-ABL. Et ce gène ou cette protéine BCR-ABL, elle a une activité tyrosine kinase qui est responsable de la maladie. Donc, ce gène est transcrit en une protéine BCR-ABL à activité tyrosine kinase. Et cette activité tyrosine kinase, elle est responsable de tous les symptômes de la leucémie myéloïde chronique. Vers les années 2000, donc, on a découvert un traitement spécifique des cellules leucémiques qui sont les inhibiteurs de tyrosine kinase, donc qui sont dirigés contre l'activité tyrosine kinase de la protéine BCR-ABL. Et l'histoire continue avec les différentes nouvelles molécules qui sont des thérapies ciblées, qui sont les inhibiteurs de tyrosine kinase de première, deuxième, troisième et quatrième, même à la 4e génération. C'est une affection rare, donc en Algérie, elle occupe la 6e place parmi les hémopathies malignes. Son incidence est de l'ordre de 0,53 pour 100 000 habitants. Elle touche tous les âges avec 2 pics de fréquence entre 20 et 50 ans. Il y a une prédominance masculine. Son étiologie est inconnue, mais on a incriminé une exposition au benzène et aux radiations ionisantes. Donc, on la classe chez les patients qui travaillent, donc qui sont exposés au benzène ou bien aux radiations ionisantes, on la classe comme maladie professionnelle. Le chromosome Philadelphie, donc voici l'anomalie. Le chromosome Philadelphie provient donc d'un échange de matériel génétique. C'est une translocation réciproque entre les bras longs des chromosomes 9
et chromosome 22. Il faut savoir que le chromosome est caractérisé par deux parties, donc un bras court désigné par la lettre P et un bras long désigné par la lettre Q. Et au centre, vous avez le centromère. Donc, l'anomalie se voit, ou la cassure des deux chromosomes se voit au niveau des bras longs des deux chromosomes. Donc, le gène anormal de fusion, qu'est-ce qu'il va faire ainsi formé? C'est le BCR-ABL. C'est quoi BCR-ABL? C'est Breakpoint Cluster Region et Abelson. Il va y avoir ce gène de fusion, c'est un oncogène situé sur le chromosome 22. En fait, le chromosome de Philadelphie est un chromosome, c'est le chromosome 22 raccourci, là où se fait la translocation donc, entre les deux chromosomes 9 et 22. Donc, le gène de fusion BCR-Abelson ainsi créé est transcrit en ARN chimérique. Il va coder pour une protéine de fusion BCR-ABL. Cette protéine mesure donc 210 kilodalton, qui a une activité tyrosine kinase dérégulée, qui est à l'origine du phénotype leucémique. Donc, prolifération, défaut d'apoptose, défaut d'adhésion, et également donc une instabilité génomique qui est à l'origine de la transformation de la leucémie myéloïde chronique en leucémie aiguë. Donc cette protéine par la suite, elle est devenue la cible d'un inhibiteur puissant qu'on appelle inhibiteur de tyrosine kinase, et dont le premier médicament qui est apparu, c'est l'imatinib, qui a une activité thérapeutique importante. Ce médicament, donc, cette classe thérapeutique a profondément transformé la prise en charge thérapeutique et le pronostic de l'hémopathie qui était mortelle avant l'arrivée de cette nouvelle classe thérapeutique. Quels sont les signes de la maladie? Donc, le type de description de la maladie, c'est la leucémie myéloïde chronique en phase chronique. D'abord, pour les circonstances de découverte, on a des signes qui sont peu spécifiques. D'abord, les signes généraux qui ne sont pas spécifiques. On peut avoir une asthénie, une perte de poids, douleur abdominale. Parfois, c'est le patient qui découvre la splénomégalie. Donc, on peut avoir une splénalgie, une pesanteur de l'hypocondre gauche, ou alors à l'occasion de complications de la maladie. La découverte par la suite, donc, elle peut être une découverte fortuite dans 50% des cas à l'occasion d'un hémogramme systématique où on trouve une hyperleucocytose et la présence de myélémie, donc de granules immatures myéloïdes au niveau du sang périphérique. L'examen clinique, qu'est-ce qui va mettre en évidence? La splénomégalie, qu'on doit mesurer en centimètres sous le rebord costal, comme pour l'hépatomégalie, donc on peut la mesurer. Parfois, cette splénomégalie est très importante, gênant le patient. On peut avoir également une hépatomégalie modérée, une douleur localisée à la pression du sternum, qui s'appelle, c'est le signe de Travers. Donc, ce signe de Travers est caractérisé par une douleur sentie par le patient à la pression du sternum. Et un signe très important, c'est l'absence d'adénopathie. Si vous trouverez des adénopathies, des adénopathies, donc ça signifie un pronostic péjoratif. On peut suspecter une transformation de la leucémie myéloïde chronique en leucémie aiguë. Donc, on avait dit que la découverte, elle peut être fortuite dans 50% des cas à l'occasion d'un hémogramme. Donc, on doit faire une formule numération sanguine qui va comporter la formule des globules blancs complète en pourcentage, le taux de plaquettes et la lignée rouge. Voici la formule numération de la leucémie myéloïde chronique. Elle est très caractéristique. Donc, il s'agit donc, ici, c'est un homme âgé de 48 ans, chez qui on trouve une hyperleucocytose. Donc, dans la leucémie myéloïde chronique en phase chronique, on va trouver une hyperleucocytose supérieure à 100 000 éléments par millimètre cube, qui peut arriver jusqu'à 1 million, avec une myélémie harmonieuse
Cette myélénie, donc, elle est faite de myéloblastes, myélocytes, promyélocytes, donc myéloblastes, promyélocytes, myélocytes et métamyélocytes. Et cette myélénie est supérieure à 20%. Pour ce qui est, donc, on peut avoir donc une polynucléose neutrophile, une basophilie, une éosinophilie. Pour ce qui est de la lignée rouge, on peut avoir une anémie modérée. Donc ici, c'est un homme de 48 ans. C'est une anémie qui est modérée, normocytaire, normochrome A régénérative. Cette anémie est expliquée par, elle peut être d'origine centrale, donc due à une insuffisance de production érythroïde, ou périphérique liée à l'hypersplénisme. On a dit que la splénomégalie peut être énorme. Ensuite, nous avons les plaquettes. Les plaquettes peuvent être normales ou augmentées, donc on peut assister à une thrombocytose, jamais de thrombopénie. La thrombopénie signifie qu'il y a ça fait suspecter une transformation de la leucémie myéloïde chronique en leucémie aiguë. Voici l'aspect le frottis sanguin d'une leucémie myéloïde chronique, polynucléaire neutrophile, myélocyte neutrophile, polynucléaire basophile, myéloblaste, ça c'est un lymphocyte, ça c'est un blaste, métamyélocyte neutrophile, polynucléaire neutrophile et polynucléaire neutrophile. Ici c'est le myélogramme, donc vous voyez les précurseurs granuleux en général. Donc, ça, c'est les éosinophiles, les précurseurs éosinophiles, et la PBO qui montre une hyperplasie de la lignée granuleuse. Comment se fait le diagnostic de la leucémie myéloïde chronique? Donc, son diagnostic nécessite en général un hémogramme qui va mettre en évidence une hyperleucocytose avec la myélémie, une thrombocytose, une anémie modérée. Le myélogramme qui va nous renseigner sur la phase de la maladie, donc phase chronique ou phase aiguë ou phase d'accélération. Et il va nous permettre de réaliser, donc de rechercher le chromosome Philadelphie, de faire une étude cytogénétique. Cette étude cytogénétique peut être soit conventionnelle, le karyotype normal, donc va mettre en évidence le chromosome Philadelphie ou la translocation 922, ou alors cytogénétique moléculaire par l'utilisation de la fiche, l'hybridation in situ plus récente, et vous avez également la PCR qui est réalisée, donc c'est une étude moléculaire, ça se voit, c'est une étude sur les gènes les gènes BCR Abelson. On va commencer par la cytogénétique. Donc, la cytogénétique, d'abord le karyotype, on le fait sur la moelle osseuse, qui va mettre en évidence le chromosome Philadelphie, qui est présent dans 95% des cas. Le karyotype, il a un triple intérêt, donc l'intérêt diagnostique, donc la présence du chromosome Philadelphie, donc c'est la translocation 9-22, donc ça se voit à ce niveau. Et vous voyez que le chromosome Philadelphie, c'est un chromosome 22 raccourci. Ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, ce karyotype ou cette cytogénétique conventionnelle va permettre de rechercher des anomalies cytogénétiques additionnelles. En plus du chromosome Philadelphie, on peut avoir d'autres anomalies autres que le chromosome Philadelphie. Et c'est un intérêt, donc dans ce cas, c'est un intérêt pronostic. Ces anomalies cytogénétiques additionnelles peuvent avoir un impact pronostic mauvais. Et également, ça va nous permettre de suivre la réponse thérapeutique. Donc, c'est un intérêt thérapeutique. Donc, pour résumer tout ça, le karyotype, il a un triple intérêt diagnostique, la mise en évidence du chromosome Philadelphie, un intérêt pronostic, la mise en évidence ou la recherche des anomalies cytogénétiques additionnelles, et également le suivi de la réponse thérapeutique. Le Philadelphie, il peut être absent dans 5% des cas, et il faut savoir qu'il n'est pas spécifique de la leucémie myéloïde chronique parce qu'on peut le trouver dans les leucémies aiguës de novo,
Dans ce cas, la protéine BCR-ABL ou l'activité tyrosine kinase mesure pour le chromosome Philadelphie de la LMC, on avait dit 210 kilodaltons. Par contre, dans les leucémies aiguës, elle mesure 190 kilodaltons. Voici une formule du karyotype d'un patient atteint de leucémie myéloïde chronique. Donc, 46 sont les chromosomes normaux. X, Y, c'est le chromosome, ce sont les chromosomes du sexe, et la translocation 9-22 sur les bras longs des deux chromosomes sur 20 mitoses. Entre guillemets, c'est 20 mitoses. On avait dit que le chromosome sur le karyotype, il est présent dans 95% des cas. Dans 5% des cas, il ne peut pas être mis en évidence. On parle de chromosome Philadelphie masqué. Donc, dans ce cas, on fait le recours à la cytogénétique moléculaire par fiche. La fiche, c'est l'hybridation in situ fluorescente. On l'a fait sur moelle osseuse et on va avoir cet aspect. Ça, c'est un sang normal. C'est une PCR qui est normale. C'est une fiche ou cytogénétique moléculaire normale. Ici, c'est la translocation 9-22. Vous avez un spot rouge, un spot vert. Le spot rouge, c'est le chromosome 9. Le spot vert, c'est le chromosome 22. La fusion va donner un spot jaune. Donc, la fusion, la translocation 9-22 va donner le chromosome 9, le chromosome Philadelphie. La biologie moléculaire, elle se fait également soit dans le sang, soit dans la moelle osseuse. Elle va permettre de quantifier initialement le transcrit, ainsi que on l'utilise également dans le suivi de la maladie résiduelle. D'autres examens peuvent être réalisés. Donc, on peut avoir une hyperuricémie qui peut se majorer au cours du traitement, une augmentation des LDH, et vous avez un paramètre qui actuellement, on ne l'utilise plus, c'est les phosphatases alcalines dans les globules blancs qui sont effondrés. Cette maladie est caractérisée par une évolution triphasique, donc la phase chronique, la phase accélérée et la phase blastique. Il faut savoir que le diagnostic de la LMC est souvent posé à la phase chronique, dans 97% des cas, 1,6% des cas en phase accélérée et 1,4% en phase blastique. On peut avoir des patients qui viennent en phase blastique d'emblée. La phase chronique, elle dure en général entre 4 et 6 ans. C'est le type de description qu'on vient de voir. Vous avez la phase d'accélération, donc le patient peut passer de la phase chronique vers la phase accélérée puis la phase blastique, ou directement de la phase chronique vers la phase blastique. La phase d'accélération, donc la durée médiane de cette phase est au-delà de 1 mois, donc on peut avoir de 12 à 18 mois. Elle est caractérisée par une altération de l'état général, une fièvre, augmentation de la splénomégalie, de l'hyperleucocytose, la présence de blastes, mais moins de 20% ou moins de 30%, et une majoration des anomalies karyotypiques. Donc ici, on peut avoir des anomalies additionnelles, des anomalies cytogénétiques additionnelles en plus du chromosome Philadelphie. La phase blastique, c'est la phase terminale. C'est une phase inéluctable vers le décès, en 6 mois en général, 3 à 6 mois. Elle est caractérisée c'est un tableau de leucémie aiguë secondaire chez un patient atteint de leucémie depuis 3-4 ans. Ah, pardon. Pardon. J'arrive. Donc, elle est caractérisée par, on avait dit, les signes qui caractérisent cette maladie. C'est le même tableau qu'une leucémie aiguë: fièvre, adénopathie, douleur osseuse, des signes d'insuffisance médulaire, anémie, thrombopénie, la présence d'une blastose au-delà de 20% dans le sang et ou dans la moelle, une prolifération blastique extramédulaire, et environ 20% des accutisations sont de type lymphoïde,
on parle de phase blastique ou acutisation. Donc 20% des acutisations sont de type lymphoïde, 50% de type myéloïde et 20 à 30% de type indifférencié. Le pronostic, donc dans toutes les hémopathies malignes, on doit calculer ou on doit savoir le pronostic pour pouvoir traiter nos patients. Donc la caractérisation initiale de la maladie permet le calcul de score pronostic. Le plus utilisé, c'est le score de Sokal. Nous avons un autre score Asford, ETOS, et le dernier score, c'est ELTS. Le score de Sokal a été, c'est le plus ancien, il a été élaboré en 1984 sur la base de la chimiothérapie et le critère de jugement était la survie. Il tient en compte 4 paramètres, l'âge, le débord splénique de la rate, les plaquettes et les blastes, et on va déterminer 3 groupes à risque, faible risque intermédiaire et le risque élevé. Ce score va nous permettre de choisir le traitement et également de classer notre patient, est-ce qu'il est de bon pronostic ou de mauvais pronostic. Le deuxième score, c'est le score de Hasford, basé sur l'utilisation de l'interférence qui est l'immunothérapie. Le critère de jugement également, c'était la survie. En plus des paramètres qu'on utilise dans le SOCAL, nous avons les éosinophiles et les vasophiles. La même chose, vous avez 3 groupes à risque, faibles, élevés et intermédiaires. Le score de TOS, ce score, il a été élaboré récemment, donc en 2011, sur la base d'un traitement par les inhibiteurs de tyrosine kinase, et le critère de jugement était la réponse cytogénétique complète à 18 mois et également la survie. Il tient en compte donc 2 critères clinico-biologiques, la rate et la basophilie. Et le dernier score, c'est pratiquement comme le score de Sokal, mais il est basé sur le traitement par les inhibiteurs de tyrosine kinase. Le critère de jugement, c'était la survie liée à la leucémie myéloïde chronique et les mêmes paramètres qu'on a utilisés dans le score de Sokal. Mais on continue à utiliser le score de Sokal. Ces scores peuvent être calculés à travers d'un logiciel qu'on peut télécharger sur nos smartphones. Pour le traitement, donc le traitement était palliatif vers les années, depuis la découverte de la maladie. On a utilisé de l'arsenic, une irradiation splénique, mais on peut pas aboutir, on peut pas avoir de réponse complète et de guérison avec ces médicaments. On a utilisé de la chimiothérapie, du busulfan et de l'hydroxyurée vers les années, avant les années 75. Puis par la suite, il y avait la greffe de moelle osseuse ou de cellules souches hématopoïétiques vers les années 80, mais qui était réservée à un petit nombre.